Bonjour. Donc, je suis Jérémy Vinstin, je suis cofondateur d'une start-up qui s'appelle The Green Data, dont la spécialité est de faire des outils basés sur la big data pour le secteur agri-agro. Donc vous en avez vu une partie tout à l'heure avec l'intervenant précédent. On est dans cet univers d'outils et de traitement de données, de savoir ce qu'on peut créer comme valeur ajoutée à partir des données dans un secteur industriel bien particulier qui est l'agriculture et l'agri-agro en général. Alors, cette intervention, je vais essayer d'aller vite et de rattraper le planning. Je vais vous faire une présentation assez générale. D'abord de ce que c'est que ce qu'on appelle la révolution data algorithmique. Alors, ça fait un peu pompeux de dire ça, mais je pense que c'est une véritable révolution, au même titre qu'il y a eu la révolution, la deuxième révolution industrielle au 19e siècle. On est en train de vivre au 20e siècle une révolution qui s'appelle la révolution data algorithmique, qu'on appelle aussi révolution numérique, révolution de l'Internet, des réseaux, etc. Tout ça, ça veut dire à peu près la même chose. Et donc, je voudrais d'abord vous brosser un peu vous faire prendre un peu de recul sur cette révolution qu'on est tous en train de vivre. Je vois que tout le monde est sur ses téléphones portables, etc. Donc, on est quand même très, très accro à cette révolution-là. On est en plein dedans. Voilà. Et de voir ensuite quel est l'impact de ces nouvelles technologies sur le secteur agri-agro au sens large. Ensuite, vous montrer des cas d'usage concrets que nous, on fait en tant que start-up, et puis d'essayer de vous projeter un peu dans le futur sur les problèmes posés sur ces nouveaux enjeux. Voilà. Donc en fait, on va faire un énorme focus sur le point 2 qui a été présenté précédemment, en vous montrant que en fait, c'est une vraie industrie et c'est une vraie révolution. Voilà. Moi, je viens pas du tout du secteur agricole. En fait, je viens du monde du web. Ça fait 20 ans que je suis dans le web. Ça fait 20 ans que je vends et je commercialise des choses qui sont totalement virtuelles. Et je n'ai jamais vu une once de stock. Je n'ai jamais vu une usine. Voilà. Mais moi, mes usines, c'est des serveurs qui moulinent de la donnée. Et donc, et je suis assez convaincu que ce qu'on est en train de vivre sur tout ce qui est numérique et la data et collecte de la data, c'est une véritable industrie. C'est une véritable industrie et qu'il faut le prendre comme il y a eu la révolution industrielle du 19e siècle, c'est-à-dire avec une technologie. Alors, au 19e siècle, c'était l'électricité. Si je vous refais un peu l'histoire de l'électricité, ça ne va pas prendre beaucoup de temps, mais l'électricité, ça a été beaucoup une curiosité de laboratoire jusqu'en 1840. Et en 1840, on a trouvé le premier usage de l'électricité, qui était le télégraphe. Enfin, ça servait à quelque chose. Et le télégraphe, comme par hasard, ça servait à quelque chose, ça servait à faire de la communication entre les gens. Au début, c'était très magique. Les gens, on n'y croyait pas, qu'on arrivait à pouvoir communiquer des messages à distance entre des villes. Et il y a quand même une similarité assez intéressante avec l'Internet, où le premier usage, c'est quand même le mail et la communication entre les gens. 25 ans plus tard, en 1865, l'électricité rentre dans l'industrie. Invention de la dynamo, invention de l'électricité portable, etc. Et commence la révolution industrielle au sens où cette technologie électrique, qui est une technologie de la puissance, commence à rentrer dans les usines et commence à transformer les usines. Et qu'est-ce qu'on voit dans les technologies big data, algorithmiques, etc. C'est qu'en ce moment même, 20 ans après le démarrage d'Internet, ça commence à arriver dans l'industrie. Donc on est dans une transformation qui va durer 100 ans, et qui est une transformation qui est très similaire à celle de la révolution industrielle. Ça va bouleverser tous nos modes de fonctionnement, ça va bouleverser notre vie privée, et ça va bouleverser aussi beaucoup l'industrie. Alors, comme toutes les innovations, ça fait peur.
un des propres de l'innovation, c'est qu'on ne comprend pas bien ce que c'est que la data, l'algorithme, etc. Alors il faut savoir que l'électricité, c'était pareil. En 1890, quand Edison a inventé l'ampoule électrique, les gens en avaient peur et il y avait écrit sur les murs « N'essayez pas d'allumer la lumière avec une allumette, tournez juste la clé qu'il y a sur le mur et en petit en bas, si vous voyez marqué l'électricité ne vous fera pas de mal et ne vous empêchera pas de dormir. » Bon. Et ça, c'est typique d'une innovation et d'une révolution industrielle, c'est que ça génère de l'anxiété et ça génère aussi une transformation des métiers. Ici, vous avez une iconographie qui s'appelle le cauchemar du gazier. Le gazier, en 1890, c'était une profession respectée, tout à fait notable, qui allumait le gaz dans les villes. Et quand Edison est arrivé avec son ampoule électrique, toutes les villes ont essayé de résilier leur contrat avec les industries de gaz, et il y a eu ce qu'on a complètement oublié aujourd'hui, la guerre entre les gaziers et les électriciens. Et ici, vous avez le cauchemar du gazier. Vous avez un gazier qui dort et qui voit dans son cauchemar toutes les grandes figures de l'électricité, tous ces méchants Maxwell, Ampère, qui lui ont détruit son métier. Et aujourd'hui, il n'y a plus de gazier. Bien. Alors, où est-ce que je veux en venir ? Je veux en venir que la révolution qu'on est en train de vivre, numérique, data, algorithme, qui, contrairement à l'électricité, n'apporte pas de la puissance, mais plutôt de l'intelligence. C'est très similaire en termes de révolution technologique. Comme toutes les évolutions, elle fait peur. Comme toutes les évolutions, elle transforme et elle détruit des métiers sur la durée. Elle bouleverse les organisations, elle fait bouger les lignes, etc. Et comme toutes les innovations, elle n'est pas prioritaire. On a toujours autre chose à faire qu'aller chercher une roue quand on a une organisation qui est structurée autour des roues carrées. Et pourtant, cette industrie, elle se développe, elle existe, elle pèse aujourd'hui 200 milliards de dollars. Et elle se structure comme une véritable industrie. Alors, malheureusement, on ne voit pas bien, mais il y a beaucoup d'acteurs qui se développent sur cette industrie. Donc, vous avez des acteurs d'infrastructure, des gens qui fournissent de la base de données, des gens qui collectent des données, des gens qui fournissent des réseaux, etc. Et puis ensuite, vous avez des gens qui fournissent des machines à transformer les données, qu'on appelle des algorithmes. Et globalement, c'est une industrie qui est née au début des années 2000 et qui s'est structurée extrêmement rapidement sur le traitement des données consommateurs. C'est pour ça que ça a mis du temps à venir dans l'industrie, parce qu'aujourd'hui, 85-90% de la valeur ajoutée créée par cette industrie et de ce qu'on appelle les data scientists et les gens qui travaillent la donnée, etc., travaillent sur les données consommateurs. Pourquoi ? Parce que les données consommateurs, c'est facile à collecter. Vous avez un truc qui s'appelle l'Internet, où vous pouvez capturer des tonnes de données consommateurs très facilement. Et donc, assez rapidement, vous pouvez investir des sommes colossales pour développer des services à valeur ajoutée. Néanmoins, on commence à avoir un certain nombre de secteurs industriels traditionnels qui sont, on va dire, bouleversés par ces technologies-là. Et il faut voir, en fait, l'industrie de la data et des algorithmes un peu comme une surcouche de l'industrie traditionnelle. Vous pouvez imaginer ça comme un cerveau au-dessus d'un corps. Enfin, ou bien, en gros, vous avez une industrie qui se nourrit des données qui sont produites par les industries traditionnelles. Google se nourrit des données des médias. TripAdvisor se nourrit des données du tourisme, etc. Vous voyez, donc vous avez en fait une industrie traditionnelle et au-dessus, vous avez une couche qui est en train de se construire, qui est une couche avec des acteurs industriels extrêmement puissants et qui se nourrit des données et qui en fait crée de la valeur au-dessus. Donc aujourd'hui, ça vaut 200 milliards. On estime que ça en vaudra 2000 milliards d'ici 2050. Et la particularité aussi de cette industrie, qui est très originale, c'est une industrie qui est structurée en réseau. Là où vous aviez toute une industrie manufacturière qui, depuis le 19e siècle, était structurée en pyramide, vous aviez en gros des donneurs d'ordre, des fournisseurs, etc. En fait, l'industrie de la data se structure en réseau, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui est important pour Google, c'est d'être interconnecté. C'est d'être interconnecté avec des milliers, des millions d'autres entreprises.
Et en fait, la force de chacune de ces entreprises-là, la façon dont elles créent de la valeur, c'est justement dans l'échange de données, dans la capacité qu'elles vont avoir à créer leur propre valeur, leur petit bout de valeur ajoutée dans cette industrie-là. Donc c'est assez différent, on va dire, dans l'état d'esprit de l'industrie manufacturière. Alors, juste, je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un algorithme, on en a un tout petit peu parlé tout à l'heure. Un algorithme, c'est la machine qui transforme les données. Voilà, vous avez des données qui sont collectées, et puis vous avez des petites machines qui les transforment et qui créent de la valeur ajoutée. Vous avez entendu parler de machine learning, vous avez entendu parler de big data, vous avez entendu parler de plein de choses. Bon, alors il faut désacraliser ce que c'est qu'un algorithme. Un algorithme, c'est un moteur, voilà, qui prend des données, qui les mange, qui les transforme et puis qui les rend. Et vous avez en fait beaucoup de types d'algorithmes, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez toute une zoologie d'algorithmes qui se développent et qui se fabriquent pour créer de la valeur ajoutée. Alors, celle qui a beaucoup le vent en poupe, c'est celle qui est en haut à droite. Machine learning, big data, vous allez beaucoup entendre parler de big data, etc. En fait, c'est dans l'environnement, on va dire, des systèmes et des données. C'est l'endroit où il y a beaucoup de données, et c'est l'endroit où les systèmes à explorer sont très incertains. Typiquement, c'est l'humain. L'humain, c'est un système qui est très difficile à explorer, qui est très difficile à modéliser. Anticiper les ventes, c'est très difficile. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a énormément de données pour arriver à le modéliser. Donc c'est pour ça qu'Amazon est capable de prévoir ce que vous allez faire avant vous. C'est comme ça que Facebook est capable d'anticiper un certain nombre de choses. C'est sur la base d'algorithmes qui s'appuient sur énormément de données et sur des systèmes qui sont assez incertains. Alors il faut savoir que les algorithmes, c'est la source de toute la création de valeur qu'il y a dans les entreprises de la big data. C'est pas la data qui fait la valeur, c'est la data transformée. C'est la capacité de transformer la donnée. D'accord ? Vous avez des pommes et vous en faites de la compote. C'est ça, les algorithmes. Et donc, quand vous regardez toutes ces sociétés-là qui ont toutes plus d'1 milliard de dollars de market capitalisation, Google vaut 400 milliards et n'a pas de stock et n'a rien. Il faut se rendre compte quand même que c'est une industrie qui fabrique de la valeur juste en transformant de la donnée. Et bien, toutes ces entreprises-là, au cœur de leur valeur ajoutée, elles ont des algorithmes, elles ont des moteurs qui leur sont propres, généralement qui leur sont propriétaires et qui est très adapté à certaines fonctionnalités. Voilà, LinkedIn va être capable, vous êtes tous sur LinkedIn, j'imagine, ou une grande partie d'entre vous, LinkedIn va être capable de vous recommander des gens que vous connaissez probablement. C'est quand même assez bluffant de voir que LinkedIn vous propose des gens auxquels vous n'auriez jamais pensé et à quel point c'est pertinent et ça devient de plus en plus pertinent, etc. Voilà. Donc LinkedIn a été racheté 20 milliards par Microsoft. Donc on parle vraiment d'entreprises qui ont été capables de créer de la valeur en 10 ans de manière extrêmement rapide. Alors je voudrais vous montrer deux schémas autour, là je reste toujours un peu dans la généralité, deux schémas autour de la data. La data, c'est une matière première qui se transforme et elle se transforme pour un certain nombre de propositions de valeur et de manière de plus en plus difficile. Donc, ce que vous pouvez faire avec la data, la première chose, c'est que vous pouvez comprendre le monde. Donc, vous pouvez en fait analyser les données, regarder l'historique et comprendre le monde, analyser pour comprendre. Ça, c'est la première étape. Elle n'est pas très difficile, mais c'est une première étape. La deuxième, c'est que vous allez pouvoir prédire le monde. Alors ça, c'est un peu plus difficile déjà, parce que pour arriver à prédire ce que vous allez acheter ou prédire ce que vous allez faire ou prédire les récoltes, etc. Bon, il faut quand même déjà avoir des modèles un peu sophistiqués. Et puis ensuite, on va recommander des actions. Alors là, on n'est même plus dans la prévision ou dans la prédiction, on est dans la recommandation d'actions. C'est-à-dire que vous êtes dans le mélange entre ce qu'on vous a montré tout à l'heure, c'est-à-dire des scénarios et des prévisions. En étant capable de prédire ce qui va se passer et en étant capable d'avoir un certain nombre de scénarios, je vais pouvoir recommander des actions et des décisions à faire. Et puis la quatrième étape, c'est d'être capable carrément d'automatiser les actions. Bon, alors ça, c'est vraiment le degré ultime du traitement de la donnée, c'est le pilotage automatique. Ça existe déjà dans les avions. Force est de constater que l'industrie de l'aviation civile est une industrie qui a très bien compris l'intérêt de la donnée
depuis de très nombreuses années. Ils ont été les premiers à mettre en place les algorithmes les plus performants. Et aujourd'hui, les avions, ça se pilote de manière automatique. Les tracteurs aussi. Et donc, il y a des algorithmes très performants qui sont dedans. Voilà un peu le schéma de transformation de la data. Et il y a un deuxième schéma qui est aussi intéressant, c'est le schéma de la captation de la valeur. Comment font les sociétés de la data pour capter de la valeur? Et pour cela, je vais me livrer un petit exercice que j'aime bien, qui est le suivant. Qui, parmi vous, voudrait me donner l'ensemble de ces données de santé personnelle contre un diagnostic gratuit? Levez la main, c'est gratuit. Nous avons un candidat téméraire et un deuxième. Non, d'habitude, j'ai 0. Toutes vos données de santé pour un diagnostic gratuit. Vous êtes sympa. Mais vous me faites confiance. Bon, non, mais très bien, j'ai une bonne réputation. Bon, alors, la promesse, elle n'est pas extraordinaire, mais je l'améliore un petit peu. Je vous promets un examen complet, gratuit. Voilà, un scanner complet. Qui veut me donner toutes ces données de santé depuis qu'il est né? Ah bah oui. Non? Bon, allez. 50 ans de vie en plus en bonne santé. Ah bah oui. Voilà, donc le schéma de la captation de la valeur dans le monde de la data, c'est celui-là. Vous avez des propositions irrefusables et vous avez un cercle vertueux ou vicieux, ça dépend comment on le voit, qui s'installe, qui est que je vous fais une proposition de valeur irrefusable, un service extraordinaire. Vous êtes tous accros à vos téléphones portables, enfin là, vous voyez, parce que c'est un service extraordinaire. Vous êtes tous accros à Google parce que c'est un service extraordinaire. Et donc, en fait, le deal qui se met en place, c'est il y a une proposition extraordinaire, et cette proposition extraordinaire va me permettre de faciliter la collecte, et donc va me permettre de maintenir ma position, et même d'accroître ma position dominante de mon service extraordinaire. Et si vous réfléchissez un peu, c'est une drôle d'industrie, c'est-à-dire qu'il y a peu d'industries qui sont dans des systèmes qu'on appelle « winner takes all ». C'est-à-dire, si j'arrive à proposer 50 ans de vie en plus, j'ai plus de concurrents. J'ai plus de concurrents parce que tout le monde vient chez moi, tout le monde me donne ses données, et comme tout le monde me donne ses données, mais en fait, j'ai le meilleur service, puisque je fais du service à partir des données. Donc en fait, l'articulation entre la promesse et la facilité de collecte, elle est clé dans ce type d'industrie, et Google a 97% de part de marché en France. Vous avez déjà essayé peut-être d'autres moteurs de recherche, c'est impossible. On ne peut plus s'en passer. Voilà, donc ça c'est le schéma de la captation de valeur typique de l'industrie de la data qui pose d'énormes problèmes en termes de position dominante, monopole, qui démarre le premier, qui investit le premier, etc. Et comme vous allez le voir, il y a déjà un certain nombre d'acteurs américains qui ont tiré les premiers et qui ont mis beaucoup d'argent sur la table pour avoir des positions dominantes. Alors, si on descend au niveau du secteur agri-agro, donc là, maintenant, on est dans un secteur industriel. Moi, quand j'ai démarré ma start-up, c'était en 2015. 2015, le mot Big Data en agriculture, c'était... D'ailleurs, la première personne qui m'a interrogé dans cette salle, c'est Jean-Pierre Hébrard, dans TV Agri. À l'époque, en 2015, Salon de l'agriculture 2015, c'était une mode. C'était un buzzword, comme on dit, c'est-à-dire un mot un peu étrange. J'ai été assez vite considéré comme un ovni. Et pourtant, il y a un certain nombre de secteurs industriels qui ont déjà vécu leur révolution data algorithmique. Vous l'avez vu, le tourisme, les médias, le commerce et même l'énergie. L'énergie, dans les années 2000, est passée d'un monde d'experts, où vous aviez des experts chez EDF qui décidaient s'il fallait ouvrir tel ou tel barrage ou ouvrir telle ou telle centrale nucléaire. En 10 ans, aujourd'hui, vous avez 400 personnes qui travaillent sur des outils data algorithmiques avec des algorithmes qui calculent en temps réel des recommandations d'ouverture de barrage, voire des automatisations d'ouverture, de fermeture, etc. Smart grid, toutes ces
tous ces termes qui prouvent que c'est une industrie qui s'est littéralement transformée en 15 ans. Passer d'un monde d'experts, on va dire un monde où les décisions se faisaient de manière consensuelle et manuelle, à un monde où les décisions se font de manière outillée par des algorithmes et par des outils d'aide à la décision extrêmement performants, extrêmement intelligents, avec des algorithmes très puissants. Voilà. Alors, le secteur agri-agro, c'est un secteur qui est plus petit, avec des entreprises de taille plus petite, mais en fait, ce qui se passe, pourquoi ça atteint aujourd'hui le secteur agri-agro? Tout simplement parce que ces technologies deviennent de plus en plus faciles d'accès. Elles deviennent démocratiques. Là où, il y a 20 ans, il n'y avait que Air France qui pouvait se payer des algorithmes d'optimisation stochastique, etc., en fait, aujourd'hui, n'importe qui peut se le payer. C'est-à-dire qu'en 20 ans, c'est une industrie qui s'est extrêmement démocratisée en termes de coûts, et sur deux axes. Un, les coûts de collecte de données, et deux, les coûts de création de valeur. Les coûts de collecte de données qui, à l'époque, étaient rares et chers, il faut repenser, il faut repenser à la collecte des données consommateurs, par exemple, qui dans les années 2000, était l'apanage de sociétés comme Consodata, où vous envoyez des questionnaires à des milliers de gens, etc., alors qu'aujourd'hui, vous avez un accès qui est très fluide aux données consommateurs, et donc vous avez un coût qui est lié à la connectivité, qui est lié aux multiterminaux, qui est lié à des normes qui se sont installées, et dans le secteur agricole, qui va être lié aux IoT, c'est-à-dire à l'Internet des objets, aux images satellites, etc., qui vont permettre en fait de pouvoir réduire les coûts de collecte des données, ce qui est fondamental quand vous voulez construire une industrie de la donnée. Et la deuxième grosse tendance qu'il y a eu et qu'il y a toujours en ce moment, c'est que des algorithmes qui nécessitaient des temps de calcul coûteux, avec de l'espace de stockage coûteux, etc., aujourd'hui, avec le développement du cloud et des API, je ne sais pas si vous êtes familier avec ces notions de cloud et de software as a service, c'est-à-dire qu'en gros, vous déportez toute la puissance de calcul et toutes les problématiques de stockage, vous les déportez à l'extérieur sur des grosses entreprises qui mutualisent les coûts, et donc vous avez aujourd'hui des coûts de stockage et de calcul qui sont extrêmement faibles et ridicules, et nous on fait tourner nos algorithmes en étant capable d'avoir des capacités de calcul de Air France d'il y a 20 ans, et même plus, probablement. Voilà. Et en plus de pouvoir l'acheter à la demande, et de pouvoir ne s'en servir que quand on veut, etc. Donc on est dans une fluidité de technologie et dans une démocratisation de la technologie qui explique pourquoi vous pouvez avoir un événement de la BPI le 3 novembre 2015 qui s'appelle les PME à l'assaut du Big Data. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les technologies Big Data, elles sont accessible pour les PME. Voilà, alors, maintenant, je peux vous partager un peu notre vision de ce qui va se passer dans les 10 prochaines années. Moi, je pense que ce qui va se passer dans les 10 prochaines années dans l'agriculture, c'est à peu près exactement ce qui s'est passé dans les autres secteurs. C'est-à-dire que vous avez de plus en plus de données qui vont être produites entre les différents acteurs, sur toutes les filières. Des données qui vont être produites par les agriculteurs, des données par les coopératives, par l'industrie agroalimentaire, par les assureurs, les banques, les distributeurs, etc., etc. Bon, ça va être la foire d'empoigne pour savoir à qui appartiennent les données, comment on va s'échanger les données, quels sont les contrats de données, etc. Donc ça, c'est un des gros enjeux des 10 prochaines années, c'est d'où partent les données, où vont-elles, et surtout, comment on va valoriser ces données et comment on va partager la valeur, avec une grosse inquiétude des agriculteurs qui est on va nous piquer la valeur ajoutée des données, c'est mes données, c'est à moi, elles m'appartiennent, etc. Bon, donc le problème est beaucoup plus compliqué que ça, puisqu'il faut évidemment être capable de susciter des investissements, de la R&D, pour être capable de trouver où est la valeur, pour pouvoir créer de la valeur. Donc les exemples qu'on a vus en Iran tout à l'heure, etc., c'est très intéressant. Le problème, c'est d'où vient le financement, à qui appartiennent les données, et est-ce que ça peut être une démarche qui peut valoriser tout le long de la filière et qui peut éviter d'être phagocyté par un ou deux gros acteurs massifs. Bon, alors, je ne vais pas citer de nom, mais quand même, vous avez des acteurs qui ont compris
ce qui se passe et qui ont compris que l'algorithmie et la data et les algorithmes, c'était la création de valeur des 10 prochaines années. Vous avez même des gens aujourd'hui qui disent que la data aura plus de valeur que les produits. Je ne sais pas si c'est vrai. Mais enfin, si c'est vrai, il faut quand même s'y intéresser. Et donc, en 2013, le premier qui a ouvert le feu sur le sujet de la data, c'est Monsanto, qui a acheté pour $1 milliard une start-up, une grosse start-up, qui s'appelait Climate Corporation. Climate Corporation, c'est quoi? C'est une entreprise américaine qui a été créée par un ancien de Google en 2005. Donc quand même, il faut quand même en avoir... Enfin, il faut quand même être assez futé pour créer une compagnie basée sur la valorisation de la donnée en 2005. Ils se font racheter en 2013 par Monsanto et en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils cartographient les champs des agriculteurs américains pour proposer des services à valeur ajoutée, des services d'assurance, des services agronomiques, des services de conseil, etc. Alors tout le monde a dit oui, mais c'est une mode, voilà, Monsanto, ils ont acheté beaucoup trop cher. Et c'est vrai, Monsanto a acheté beaucoup trop cher. Climate Corp, il paraît qu'ils ont fait un write-off de un facteur 10, donc probablement ça valait 100 millions de dollars au lieu d'1 milliard. N'empêche que Climate Corp arrive en France cette année, ouvre un bureau cette année et débarque en Europe avec la capacité de cartographier les champs et de proposer des services à valeur ajoutée aux agriculteurs sans besoin de personne. On pourrait se dire c'est une mode, sauf qu'en 2017, il s'est quand même passé beaucoup de choses. Et là, vous voyez, quand vous regardez la date, ça date du 4 août dernier. Donc le 4 août dernier, DuPont a acquis un outil de farm management qui s'appelle Granular. Aux États-Unis, Granular a été une boîte qui a 3 ans. Ils l'ont acheté 300 millions de dollars. Bon, voilà. J'en reste sans voix. Granular, c'est quoi? C'est un outil de gestion d'exploitation agricole qui permet de gérer votre ferme, de s'interfacer avec votre tracteur, des drones, etc. et de faire de la gestion de ferme, etc. Alors, ils l'ont déployé massivement aux États-Unis. C'est un excellent logiciel. Simplement, ils viennent d'être achetés par DuPont. Pourquoi? Parce que, et quand vous écoutez ce que dit DuPont, ils disent, nous... on ne vend plus de produits. D'ici 10 ans, on vend du service. Et on vend du service à forte valeur ajoutée grâce aux data. Bon. Cargill dit pareil. Donc Cargill, en fait, là, ça date du 24 août 2017, donc c'était il y a 3 mois. Cargill a dit, il y a 3 mois, on n'a plus de premium sur l'information. C'est fini. En fait, maintenant, il y a des acteurs, il y a des startups qui ont plus d'infos que nous, plus vite que nous. Et pour nous, l'info, c'est clé. Et donc, ils ont investi 30 millions de dollars en série B auprès de Descartes Lab. Descartes Lab, c'est une startup qui fait de la valorisation de données. Donc Descartes Lab, ça pourrait être nous. Ça pourrait être The Green Data. Sauf que, évidemment, on n'est pas exactement dans le même pays. Mais c'est les mêmes technologies, vous voyez ? C'est des technologies de collecte de données et de valorisation de la donnée. Donc, qu'est-ce que fait Descartes Lab? Ils ont une spécialité, c'est qu'ils font de la prévision de production. Voilà. Donc, en fait, ils cartographient les États-Unis, mais pas que les États-Unis, et ils font de la prévision de production mieux que le gouvernement américain. Et en fait, mieux que tout le monde. Ils s'appuient sur des petites flottes de satellites à basse altitude qui leur donnent des données toutes les semaines. Et ils enlèvent les nuages et ils évaluent la prévision de production. Et Cargill dit, ils le font mieux que nous. Voilà, et ils prennent position. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est que vous avez des très gros acteurs qui prennent position et qui sortent beaucoup d'argent pour mettre la main sur des données ou pour mettre la main sur des technologies de valorisation de données. Et quand vous regardez ce que veut faire Cargill dans le lait, eh bien, c'est très clair, ils veulent construire une industrie de la data. Vous avez les 4 couches traditionnelles de l'industrie de la data. Vous avez la collecte de données en bas. Donc, je vais aller collecter de la donnée
animale, nutrition, etc., production. Je vais agréger les données dans des grosses bases de données qu'on appelle des lakes. Hein. Et puis, je vais rajouter une couche algorithmique dessus, que j'appelle IntelliGen. Beaucoup d'algorithmes statistiques, mais pas que, hein, des algorithmes métiers, des algorithmes... Bon, bref, vous avez plein de modèles et plein d'algorithmes et vous arrivez à mouliner tout ça. Et puis ensuite, vous avez des consultants qui utilisent ces outils-là et qui, espère Cargill, vont proposer le fameux service irrefusable que je vous ai montré tout à l'heure. Je vais aller voir des agriculteurs et puis je vais leur dire, écoute, en fait, je suis capable de prévoir tout ce qui va se passer chez toi dans les 3-6 prochains mois. Et si tu me donnes ci et que si tu me donnes ça, ben, en fait, je vais te proposer un service que tu seras stupide de ne pas prendre. Ça, c'est l'industrie de la donnée. Alors, quand vous regardez comment ça se structure en France, bah, en France, vous avez en fait la même chose, c'est-à-dire vous avez 4 couches. Et cette représentation en 4 couches, elle est intéressante parce qu'elle permet aussi de bien voir où est la valeur et puis où est-ce qu'on se positionne en tant qu'acteur par rapport à cette industrie de la donnée. On peut être soit un simple producteur de données. En fait, vous êtes tous producteurs de données dans cette salle. Tout le monde produit des données. Dès qu'on a une entreprise, on produit des données. Voilà, donc vous êtes une banque, vous produisez des données, vous êtes un acteur, vous êtes une COP, vous produisez des données, vous êtes un acteur institutionnel, vous produisez des données, vous êtes un labo, vous produisez des données, tout le monde produit des données. Mais en général, la valorisation des données, on l'a fait tout seul. C'est-à-dire que je suis un fabricant d'objets connectés, je vais valoriser mes propres données. Je vais mettre une station météo dans un champ et puis je vais créer un petit outil qui me permet de gérer ma station météo. Et donc, en fait, assez vite, quand on est producteur de données, on est rarement valorisateur de données. C'est-à-dire qu'on peut rarement aller beaucoup plus loin. Vous avez vu Cargill tout à l'heure, il intègre beaucoup de flux de données. Pourquoi ? Parce que lui, il se voit comme agrégateur de données, comme une plateforme d'agrégation de données. Alors, le sujet de l'agrégation de données, c'est le vrai sujet de la data agricole. Vous avez beaucoup de données fragmentées partout. La question, c'est qui agrège les données ? Qui est la plateforme commune qui peut agréger les données ? Alors, vous avez un certain nombre d'initiatives qui se montent en France. Vous avez, par exemple, des acteurs régionaux. WeUse, Innoval, Domopic, je ne sais pas si ça vous parle beaucoup. On est surtout dans le végétal et dans l'animal, enfin dans les céréales, qui sont en fait des plateformes régionales qui essayent d'agréger les données, de mettre différents acteurs autour de la table. L'AFCAS pourrait être agrégateur de données, je ne veux pas vous donner des idées, mais vous pourriez être agrégateur de données de la filière canne à sucre. Vous voyez. Typiquement, c'est ce type d'acteur qui pourrait jouer le rôle d'agrégateur de données. Donc aujourd'hui, comment ça se structure ? Ça se structure soit de manière territoriale, donc vous avez des acteurs en région et par filière qui agrègent leurs données. En gros, ils se connaissent entre eux et puis ils agrègent entre eux les données. Vous avez des acteurs institutionnels qui essayent d'avoir une approche sur les données, API Agro, Hackgate, etc. Vous avez des acteurs, des nouveaux acteurs, des acteurs type Marketplace, qui eux proposent une approche originale sur les données. Vous avez Data Rendez-vous, vous avez une autre boîte qui s'appelle DAOX. Alors eux, ils disent en fait ce qu'il faut faire, c'est une bourse des données. C'est-à-dire il n'y a pas besoin d'agréger les données. En fait, ce qu'il faut faire, c'est mettre les gens en relation entre eux pour qu'ils puissent s'échanger les données. Et en fait, l'important, c'est d'avoir une bourse de données. Donc ça, c'est une autre vision. Et puis, vous avez des acteurs techno, SAP, ProAgrica, Predix, qui, eux, poussent pour que ce soit des gros acteurs régionaux, typiquement des grosses coopératives, qui agrègent les données au sein de leur filière et au sein de leur région. Et évidemment, ces plateformes d'agrégation aujourd'hui, c'est là que ça pêche un peu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a peu d'acteurs qui se positionnent sur ce sujet. Et pourtant, c'est là-dessus que peuvent s'appuyer des plateformes de valorisation où nous, on est. Donc, nous, on se positionne. Donc, moi, je suis la petite fleur à gauche, là, The Green Data. Nous, on est une pure plateforme de valorisation. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous avez un certain nombre de données diverses, vous pouvez commencer à les croiser et vous pouvez commencer à créer de la valeur ajoutée pour faire des services à valeur ajoutée qui peuvent être distribués par une 4e couche qui sont des intégrateurs de conseil. Donc, ça, c'est la chaîne de valeur du marché de la data agricole.
vous avez des acteurs comme Cargill qui font les 4. Et puis, vous avez des acteurs comme nous qui nous positionnons plutôt sur une des couches, en essayant d'être le meilleur de notre couche, et en adressant en fait les filières, les différentes filières, pour être capable de créer des super outils d'aide à la décision et de valoriser en fait les données des filières. Donc nous, notre vision, c'est de dire il faut que les filières s'emparent de leurs données, il faut qu'elles gardent la main sur les données, il faut qu'elles comprennent que c'est à elles très vite de capitaliser sur les données et de faire des partenariats avec des acteurs comme nous pour être capable de les valoriser. Voilà. Alors, en termes de cas d'usage, alors je vais rentrer peut-être assez vite dans les cas d'usage. Donc, je vais vous parler surtout de vue de notre fenêtre, les cas d'usage qu'on voit sur les données. Vous en avez vu quelques-uns tout à l'heure dans la présentation, et puis vous en avez vu aussi l'année dernière. J'avais vu une présentation que vous aviez faite l'année dernière sur le numérique. Donc, les cas d'usage, il faut bien se dire qu'il y en a beaucoup, et que le problème, c'est pas spécialement la création de valeur sur les données. Le problème, c'est pas ça. La création de valeur, il y a un boulevard sur le secteur agri-agro pour valoriser les données et pour arriver à créer de la valeur, pour une raison simple, c'est que c'est un secteur où il y a énormément d'incertitudes, et que comme il y a énormément d'incertitudes, la donnée a énormément de valeur. Vous allez pouvoir mieux comprendre ce qui se passe grâce aux données, vous allez pouvoir mieux prédire ce qui se passe grâce aux données, vous allez pouvoir avoir de meilleures recommandations. C'est un secteur qui reste intégralement à outiller. Donc le problème, c'est pas spécialement la création de valeur. Le problème, c'est la démarche. Voilà. Et donc, nous, notre vision, c'est qu'en termes de cas d'usage, on voit 3 grands cas d'usage sur la chaîne, sur les chaînes des filières. On a un usage amont qui est le service au producteur au sens large, c'est-à-dire comment outiller le service au producteur, comment avoir des outils intelligents qui sont au service des producteurs, soit techniques, soit technico-économiques. Voilà. Ensuite, on a le pilotage opérationnel des filières, et puis on a les orientations stratégiques des filières. Ces 3 grands enjeux peuvent être outillés, et nous, en tout cas, c'est notre priorité, c'est de nous attaquer à ces 3 grands sujets. Et pour faire ça, on développe 4 modules. Voilà. Le module avec un gros œil, c'est celui qui prévoit la production. Donc, en fait, ce que faisait Descartes Lab tout à l'heure, on le fait aussi, hein, c'est-à-dire prévoir la production sur la base de données historiques, sur la base d'imagerie, sur la base de données agronomiques. On sent bien qu'il y a beaucoup de choses à faire en termes de prévision de production, donc je vous le confirme. Le deuxième module, c'est un module d'optimisation logistique, c'est-à-dire en fait comment est-ce qu'on va optimiser l'amont de la chaîne agroalimentaire en prenant des bonnes décisions, des décisions de collecte, des décisions de planification, des décisions d'affectation de flux. Ensuite, le benchmark, comment est-ce que je suis capable d'évaluer objectivement la performance de mes outils de production, ou même de mes producteurs, ou même de mes usines. Donc, on a vu tout à l'heure un exemple, je me souviens, en Inde, le benchmark fait partie, évidemment, des sujets très importants de la valorisation de la data, parce que ça permet d'avoir une vision objective de la performance. En fait, quand vous regardez les facteurs qui vont influencer tel ou tel rendement ou tel résultat sur telle ou telle parcelle, ces facteurs-là, ils sont très difficiles à identifier. Mais quand vous commencez à avoir des datas, vous pouvez être capable de faire un vrai benchmark. Et donc être capable d'identifier les facteurs de performance, de comprendre quelles sont les décisions pour optimiser ces facteurs de performance, et donc de faire un scoring, voilà, un scoring de performance ou un scoring du risque. Bref, la notion de score, elle est intimement liée à la notion de data. Et enfin, la maîtrise des risques. Là, on est plutôt dans la prospective, donc on va être dans la simulation stratégique. Comment est-ce que la data peut nous aider à mieux anticiper ou à mieux simuler des transformations, voilà, des transformations de trajectoire, des transformations industrielles à 5-10 ans. Donc, pour rentrer un peu plus dans le détail et puis pour vous montrer des exemples concrets, donc, en termes de services aux producteurs, nous, on s'est orienté beaucoup sur la partie gestion des exploitations, c'est-à-dire le travail, en fait, le travail de données qui vont plutôt être technico-économiques sur
sur l'exploitation. Donc quand vous êtes par exemple sur un bassin de production d'élevage, comment est-ce que vous savez quels sont vos axes de performance technico-économiques? Eh bien, en fait, vous pouvez le faire en regardant d'un point de vue purement statistique votre bassin de production. C'est-à-dire que vous allez brasser des données en volume, et puis vous allez, sur le bassin de production, aller bien au-delà de ce qu'on pourrait faire juste avec une moyenne, un écart type, ou des choses qui sont assez frustres. En fait, l'intérêt de l'analyse statistique, c'est de prendre un microscope et de regarder exploitation par exploitation, dans un contexte de bassin de production, avec des données, de regarder tous les facteurs influents. La performance d'un élevage, il y a une vingtaine de facteurs influents différents. Il y a les systèmes, il y a la géographie, il y a le climat, il y a l'alimentation, il y a les races des vaches, il y a le nombre de vaches, il y a le robot, le bio. Vous avez plein de facteurs influents, en fait, sur une exploitation. Et donc, évidemment, pour un expert, ça le fait à peu près, parce qu'il sait qu'il a des... En fait, tout le monde a des ordres de grandeur. Hein. Vous dites, le bio, ça augmente de, je sais pas moi, 100 € l'alimentation, ou bien... Donc, aujourd'hui, on est beaucoup dans ce mode-là. Et vous avez des experts qui savent... Moi, je suis stupéfait, hein, qui savent énormément de choses sur leur propre bassin de production. Mais simplement, quand vous outillez ces experts avec des outils comme ça, statistiques, tout d'un coup, vous arrivez avec une approche qui les aide à objectiver leurs recommandations. Parce que l'analyse statistique va vous faire une analyse multifactorielle et va vous dire, en fait, oui, tu as raison, l'effet bio, il est important ici, ou l'effet, l'effet géographique est très important là. Vous voyez ? Donc vous avez comme ça une approche qui ne remplace pas l'expert, hein, donc c'est ce que disait tout à l'heure M. Coquelet. Nous, on n'est pas du tout dans une vision où on remplace l'expert. Au contraire, ce type d'outil où vous avez des nouvelles façons de travailler va permettre, en fait, d'enrichir le rôle des experts et je dirais même de transformer complètement le métier des experts. Ils vont devoir devenir experts en outils en plus d'être experts métiers. C'est la même idée sur, on va dire, le pilotage opérationnel des entreprises. Aujourd'hui, la supply chain des filières est pilotée essentiellement à l'expertise. Et donc, l'idée, c'est d'avoir des outils qui vont permettre d'avoir des recommandations sur les assolements, d'anticiper les prévisions de production, de pouvoir optimiser l'organisation des chantiers, etc., etc. Donc nous, on se spécialise là-dedans aussi en développant des outils qui permettent de prévoir, de planifier les chantiers de moisson et d'optimiser les flux logistiques. Donc là, vous êtes un cran après dans la chaîne, vous êtes dans la première transformation. Comment est-ce que la data peut aider au pilotage de la première transformation en étant capable de coupler des prévisions de production avec de l'optimisation décisionnelle aval. Et enfin, le troisième type d'outils qui est plus prospective. Moi, je suis convaincu que les orientations stratégiques des filières et les orientations stratégiques des entreprises, de manière générale, l'impact sur les outils industriels, le réseau de stockage, etc., sont des environnements qui peuvent être outillés. Mon rêve, c'est d'outiller tous les conseils d'administration des coopératives, par exemple, voilà, donc d'avoir des outils qui permettent de prendre des décisions d'investissement, qui permettent de faire des simulations objectives en fait, de la façon dont on travaille, simuler la production long terme, anticiper les impacts fonciers, anticiper le réchauffement climatique, anticiper plein de trucs. Voilà. Et donc vous avez des outils on développe des outils qui permettent de simuler des trajectoires de transformation en y intégrant des facteurs de risque. Donc quand vous transformez votre domaine viticole, quand vous transformez votre coopérative céréalière ou votre coopérative sucrière, qu'est-ce qui se passe quand vous avez une fluctuation du marché? Qu'est-ce qui se passe quand vous avez un réchauffement climatique? Etc. Qu'est-ce qui se passe quand vous avez un passage en bio? Comment est-ce que tout ça peut se simuler? Donc en fait, comme vous le voyez, on est vraiment dans des outils qui sont des outils intelligents, qui s'appuient sur des algorithmes et sur des modèles métiers qui peuvent être très performants et très calculatoires, mais qui ne sont pas là pour remplacer les humains, au contraire,
qui sont là pour donner plus de grain à moudre aux humains et, d'une certaine façon, probablement responsabiliser plus les décisions, en tout cas les objectiver. Et je terminerai cette présentation, je ne sais pas où j'en suis dans le timing, c'est bon? Alors je terminerai cette présentation en évoquant moi les différents enjeux que je peux voir sur l'appropriation de ces technologies par les filières agricoles, par l'industrie agri-agro en général. Le premier grand sujet, c'est les conditions d'utilisation des données. Soit on se met dans un modèle d'intégration verticale, comme on l'a vu avec Cargill, et je dirais qu'il y a peu de problèmes de conditions d'utilisation des données. Vous avez un acteur qui fait comme Apple, en fait. L'approche Cargill, c'est une approche Apple. C'est une approche intégrée de bout en bout. J'intègre le hard, le soft, la collecte de données, la valorisation des données, jusqu'au service. Voilà. Et éventuellement, tout en haut, j'ouvre pour quelques applis, mais franchement, je ne suis pas obligé. Donc ça, c'est une intégration verticale. Je capte toute la chaîne de valeur. Bon, dans une agriculture européenne qui est déjà très organisée, ça se passera difficilement, ça se passera probablement pas trop comme ça. Et donc, va se poser la question des conditions d'utilisation des données, c'est-à-dire, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, qui produit les données, qui agrège les données, comment ça se gouverne, comment ça se partage, comment on assure la traçabilité des données. Je ne sais pas si vous savez, mais en 2018, vous allez avoir une réglementation qui s'appelle la RGPD, qui est en fait une réglementation qui va obliger tous les acteurs qui collectent les données et qui transforment les données à faire de la traçabilité sur les données. On va devoir être capable de dire, voilà ce que j'ai fait sur les données, voilà ce que ça a donné, voilà la valeur que ça a créée. Et on va devoir surtout aussi être capable, quand on est une entreprise qui collecte les données comme une coopérative par exemple, de pouvoir supprimer les données sur demande des agriculteurs. Si un agriculteur dit non, moi je ne veux plus que vous utilisiez mes données, je veux que vous supprimiez l'historique, il va falloir être capable de supprimer l'historique. Et ça a des impacts très importants sur le marché de la donnée en général. Si on veut être capable d'agréger des données personnelles et qu'on veut être capable de les valoriser, il va falloir avoir des modes de gouvernance et des modes de traçabilité qui, pour l'instant, sont pas simples à mettre en place parce que c'est des sujets difficiles. Alors vous avez des initiatives, je vous en ai parlé tout à l'heure, vous avez des initiatives comme par exemple ApplyFarm. Vous avez peut-être entendu parler, ce n'est pas du tout votre secteur, mais ApplyFarm, c'est à ma connaissance la première plateforme filière de données qui s'intéresse et qui s'interroge en tout cas sur les problématiques de gouvernance et de valorisation et de partage de la valeur. C'est une plateforme qui a été créée en 2017. De toute façon, c'est simple, tout s'est passé en 2017. Voilà, c'était la grande année 2017, l'année de la bascule. Voilà. Donc ApplyFarm, c'est une plateforme qui veut agréger des données de toutes sortes, à la fois des données personnelles qui viennent d'éleveurs, à la fois des données comptables qui viennent d'éleveurs, à la fois des données techniques qui viennent des fabricants d'aliments, à la fois des données génétiques, etc., etc. Donc vous avez plein d'acteurs autour de la table qui ont des données assez variées. D'ailleurs, certains ont beaucoup de données, d'autres n'ont pas beaucoup de données. Certains disent, attends, mes données, elles valent plus cher que les tiennes, etc. Donc on est vraiment au début de la réflexion, avec un modèle économique qui reste encore à trouver. Il y a beaucoup de sujets qui sont complètement exploratoires dans cette industrie-là, mais en tout cas, il faut s'y intéresser maintenant. Ça, c'est sûr. Le deuxième impact que je vois sur de l'industrie de la data sur le secteur agri-agro, c'est que le secteur agri-agro s'inscrit dans des temps longs. Et traditionnellement, la R&D, ça prend du temps, on est dans un univers industriel, en plus, il y a des réflexions qui se font sur des cycles saisonniers, etc. Or, le monde du numérique, c'est un monde du temps court. Et en particulier, la R&D et l'innovation
sur le numérique, ça se fait de manière agile, itérative. Donc pas du tout ce qu'on a l'habitude d'avoir dans le secteur agri-agro. Alors ici, je vous ai montré deux images. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Donc, à gauche, vous avez en fait la vie telle qu'elle était il y a 2 milliards d'années sur la Terre. Vous allez voir, c'est une belle métaphore. Donc la vie, elle n'est pas de moi. Hein. La vie telle qu'elle était il y a 2 milliards d'années sur la Terre, c'était quoi ? C'était des animaux assez cool, des algues, des vers de terre, vertébrés mais pas trop. Le tout dans une obscurité absolue. Et cette vie a bien vécu pendant 2 milliards d'années. Et puis au bout de 2 milliards d'années, en moins 560 millions avant Jésus-Christ, on s'en fout, en fait, c'est pas grave, c'était à moins... c'est pas grave le avant Jésus-Christ, mais il y a 560 millions d'années, il s'est passé quelque chose dans les océans qui a éclairé le fond des océans. En tout cas, c'est la meilleure hypothèse qu'on ait pour ce qu'on appelle l'explosion précambrienne. Voilà. Bon. Alors, les océans sont devenus transparents, un peu comme aujourd'hui avec les data. Vous voyez l'analogie ? C'est-à-dire que les data vont rendre beaucoup de choses transparentes, il va y avoir beaucoup d'infos qui vont circuler. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que comme les océans sont devenus transparents, eh bien, tout d'un coup, ça avait un sens d'avoir des yeux. Et ça avait un sens d'avoir des écailles. Et ça avait un sens d'aller chasser le petit copain pour le manger. Et en fait, en l'espace de 10 millions d'années, ce qui est à l'échelle des temps géologiques est ridicule, eh bien, on est passé à ça. Des bestioles qui ont inventé des pattes, qui ont inventé des yeux, qui ont inventé des écailles, qui ont inventé de quoi se défendre, qui ont inventé la prédation. La prédation a été inventée à cette époque-là. Qui ont inventé une façon de se protéger. Et cette métaphore, elle dit quoi ? Elle dit, à partir du moment où vous changez de contexte, et où vous êtes dans un contexte où le monde devient transparent, et où la data devient accessible, et où vous pouvez échanger des données avec vos petits copains, et vous pouvez commencer à prendre des photos satellites, etc., mais en fait, le monde change très, très vite. Voilà. Et il faut être plutôt le premier à essayer de manger les autres plutôt que de se faire manger. Et si y a des gros qui essayent de vous manger, il faut au moins savoir se défendre. Bon. Et c'est ce qui est en train de se passer dans l'agri-agro. C'est-à-dire que je vous ai montré les gros prédateurs qui prennent des positions sur la data, sur l'imagerie, etc. Bon, donc je pense que de toute façon, on a raté le virage. Et au moins qu'on essaye de se défendre. Voilà, c'est pas pour vous déprimer hein, que je dis ça. Après, on peut en discuter. Le modèle économique des échanges de données, il reste encore à inventer. Comment ça va se passer ? Est-ce que ça va se passer avec des acteurs monopolistiques qui vont avoir toutes les données ? Est-ce que vous avez des données rares qui vont rester entre les mains de certains acteurs, etc. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est le développement de ce type d'acteurs qui pensent la data comme une place de marché. Allez voir Dawex, franchement c'est intéressant, si le sujet vous intéresse. Eux ils disent en fait, le sujet c'est pas la collecte, c'est pas la valorisation, en fait le vrai sujet c'est le contrat. Le vrai sujet c'est le contrat, c'est-à-dire c'est quoi un contrat d'échange de données ? Et c'est vrai qu'aujourd'hui il n'y a pas de contrat, enfin... Quand vous demandez à des juristes ou à des gens en propriété intellectuelle les données, c'est un sujet extrêmement compliqué. Donc ça aussi, c'est un sujet qui reste très nouveau et eux veulent monter la première place de marché mondiale de la data, où on peut s'échanger toutes les données. Vous avez, vous, des données, je sais pas moi, de parcelles, sur des régions, etc. Bah, vous allez en fait les mettre à disposition sur cette plateforme pour les vendre ou pour faire des échanges avec des contrats. Avec des règles juridiques et légales qui sont extrêmement nouvelles et extrêmement innovantes, des histoires de droit sur la data qui vont être compatibles RGPD, etc. Et en fait, ça va vous fluidifier votre appropriation et votre partage de données. Voilà, l'invention de la place de marché de la data. Et enfin, le dernier sujet dont je vous ai quand même parlé
plusieurs fois, hein, c'est le risque de position dominante d'acteurs qui ont quand même très bien compris l'intérêt de la donnée depuis au moins 10 ans. Donc Google, qui aujourd'hui investit massivement dans la grille agro, Farmer Business Network, qui est une des startups où Google avait investi au tout début. Donc Farmer Business Network, c'est une startup américaine qui propose, pareil, des outils pour les agriculteurs, qui permet de consolider les best practices, la connaissance, les bonnes pratiques agronomiques. Ils viennent de lever 110 millions de dollars en série B. À titre de comparaison, nous, on est en train de lever 1,5 million. Si vous regardez les investissements en France, c'est 2% des investissements mondiaux dans l'agtech. 2%. Voilà. Donc on est quand même... On n'a pas bien compris le sujet. Cargill, on en a déjà parlé. Et Amazon, Amazon aujourd'hui, c'est le premier producteur bio aux États-Unis. Je ne sais pas si vous le saviez. Donc ils sont remontés dans toute la chaîne de valeur. Maintenant, ils fabriquent du bio. Ils ont acheté Whole Foods. Et donc, ils contrôlent toute la chaîne. Ils contrôlent de la vente en ligne. Ils savent tout ce que vous achetez. Et en plus, ils vont vous vendre des produits bio. Voilà. Donc, c'est quand même... ça va être quand même un monde un peu spécial. Le monde dans lequel on arrive. Et donc, voilà, moi, je reste assez optimiste sur le sujet. Je pense que c'est un sujet qui reste encore assez ouvert malgré des prises de position importantes. Je pense qu'en particulier en Europe, on a probablement un coup à jouer sur l'organisation des data européennes. Je pense que c'est un sujet qui reste extrêmement nouveau, et donc comme tous les sujets nouveaux, eh bien, il y a beaucoup de choses à inventer, et malheureusement, il faut investir de l'argent pour essayer d'explorer. Pour moi, ça reste un sujet absolument incontournable des 10 prochaines années. C'est pour moi la création, enfin un des axes prioritaires de création de valeur dans le secteur agri-agro. C'est extrêmement transformatif, ça va transformer tous les métiers. Il ne faut pas en avoir peur, il faut juste s'y intéresser et s'approprier le sujet. Je pense que c'est un sujet de filière, parce que la notion de data, elle a beaucoup de sens au sein des filières. C'est des données qui sont homogènes, c'est des données qui sont ancrées à des territoires. Voilà, donc il y a plein de bonnes raisons pour lesquelles, à mon avis, ce soit les filières qui aient un rôle à jouer. Et je pense que c'est un sujet collaboratif, comme je voulais expliquer tout à l'heure, c'est-à-dire que il devrait y avoir une approche collaborative autour des data, soit de manière très libérale sur des places de marché qui vont s'ouvrir et pour être capable de collaborer dans le cadre d'échanges de données voilà, sur des places de marché ouvertes, soit sur des approches plus volontaristes, type ApplyFarm, où des filières vont s'emparer du sujet et vont agréger leurs propres données de manière commune et collaborative. Je vous remercie. Bon, on va reprendre notre souffle 2 minutes. Peut-être pour vous poser quelques questions. Oui, Jean-Paul. Le micro arrive, ne bouge pas. Jean-Paul Ébrard, pas Jean-Pierre. Merci. Jean-Paul Ébrard, rédacteur en chef de TV Agri, Agriculture et Nouvelles Technologies. J'ai trouvé passionnant votre intervention, et notamment l'allégorie, enfin le parallèle avec le précambrien. On voit en France beaucoup de discussions autour des organisations para-agricoles qui arc-boutent ou qui essayent d'arc-bouter les agriculteurs sur la propriété de la donnée. Est-ce que c'est un parallèle à faire avec les organismes qui vont se faire manger par d'autres et ils essayent de retenir cette donnée le temps qu'ils peuvent? Premier point. Et puis dans la création de valeur, comment faut-il concevoir, quand vous avez parlé des principales entreprises, les Airbnb, est-ce qu'ils sont des créateurs de valeur, des agrégateurs? Alors, à la première question, je répondrai oui. J'ai pas grand-chose de plus à dire que oui. Hein. Donc, vous avez un certain nombre d'acteurs qui vivaient du fait que la donnée n'était pas extraordinairement fluide, on va le dire comme ça. Et oui,
ils s'arc-boutent sur les situations. Je pense que c'est pas du tout une bonne idée. Voilà. Et vous avez d'ailleurs tout un mouvement gouvernemental aujourd'hui qui essaye de libérer la data agri-agro. Inutile de vous dire que je suis un fervent partisan de cette approche qui consiste à essayer de changer de monde et de passer dans un monde en couches où on collabore et où on ouvre les données. Alors, ouvrir les données, ça fait peur, hein, mais il ne s'agit pas de faire de l'open bar, tout le monde se sert et c'est pas ça. Hein. Il s'agit au contraire de réfléchir à des systèmes de gouvernance et de créer des partenariats et de créer des écosystèmes comme savent extrêmement bien le faire les Américains. Et comme nous, on n'est absolument pas du tout bon pour le faire. Donc, oui, je trouve que les initiatives actuelles sont plutôt dans des visions soit de préserver des rentes, on va le dire comme ça, soit d'avoir des positions hégémoniques sur le sujet. Et malheureusement, ça ne va pas le faire. Ils ne font que freiner l'innovation. Voilà. Moi, je pense que le plus gros risque qu'on ait en Europe sur le frein de l'innovation, c'est nous-mêmes. On est nos propres freins. Alors, pour répondre à votre deuxième question, j'ai pas bien compris. Est-ce que Airbnb crée de la valeur ? Oui, vous avez montré les 10 plus grosses entreprises en termes de capitalisation dans ce numérique. Vous avez cité effectivement des Google, par exemple, où on peut concevoir qu'ils créent de la donnée. Vous avez cité aussi Blablacar, Airbnb. Comment eux, ce sont des créateurs de valeur ou ils font plus que de créer de la donnée, pardon ? Je vous fais remarquer que Google ne crée pas de données. Hein. Google ne crée pas de données. Google aspire la data du web que nous créons tous avec nos petits bras, puis il les valorise grâce à des algorithmes intelligents en vous envoyant de la pub vers des sites de e-commerce qui ne lui appartiennent pas. C'est un hub. Il a des algorithmes, il n'a pas une once de stock, il ne produit aucune donnée, il pèse 400 milliards de dollars. C'est du pur algorithme. Hein. Airbnb, c'est pareil. WeFarmUp aussi. Non, mais plus sérieusement, bien sûr que ça crée de la valeur. Le positionnement algorithmique qui consiste à aller récupérer des données d'un peu partout, de les transformer en matière à valeur ajoutée, crée énormément de valeur, mais il y a aussi de la valeur dans les couches du bas. Collecter des données rares, je pense que ça a beaucoup de valeur, surtout dans l'agri-agro. C'est-à-dire être capable d'avoir des bases de données absolument uniques sur des données de traçabilité, je sais pas moi, d'empreintes écologiques, de choses comme ça, que demain des distributeurs pourront acheter très cher. Je pense que c'est un business. Vous avez plein d'axes de création de valeur, à la fois dans la collecte de données et dans la transformation de données. Donc pour répondre à la question, oui, Airbnb crée clairement de la valeur avec des algorithmes qui sont capables de faire matcher des profils, des besoins avec des demandes, etc. Merci beaucoup. Autre question ? Oui. Bonjour, Mathieu Nicomète, l'MK Énergie. Vous avez beaucoup parlé de l'analyse des données, mais peu de la collecte et de l'aspect de terrain. Je pense à la collecte des données dans une usine comme une sucrerie de Cannes. Comment on fait techniquement pour le faire, première question, et comment on arrive à convaincre les clients qui sont ici notamment à laisser ouvertes leurs données et voir l'interaction potentielle avec le contrôle commande d'une usine qui n'est pas forcément simple. Alors en fait, j'en ai pas parlé parce que c'est pas mon métier, tout simplement. Donc comme vous l'avez compris, moi je me positionne effectivement sur la valorisation de données, c'est-à-dire que je pars du principe que des acteurs ont déjà fait le travail d'agréger ces données, qu'il y a déjà une démarche dans les entreprises de prise de conscience de ces données, que ces données sont déjà disponibles, soit dans les ERP, soit sur des datamart, etc. Donc tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec vous sur le fait qu'une des étapes je dirais que cette présentation, elle a surtout pour ambition de faire comprendre qu'il y a un sujet et que ce sujet, il commence par la collecte de données, par l'agrégation de données, même au sein des entreprises. Donc l'exemple que vous citez est un très bon exemple. Effectivement,
il faudrait faire l'inventaire des données dans les usines, il faudrait regarder les données qui sont produites et il faudrait faire des preuves de concept de manière très agile pour voir est-ce qu'on est capable d'aller détecter des incidents, est-ce qu'on est capable d'optimiser la performance, est-ce qu'on est capable de faire des choses comme ça. Idéalement, c'est une démarche de la direction générale, hein. La démarche de data algorithmique dont je vous parle. C'est-à-dire, idéalement, c'est une prise de conscience au niveau de la direction générale que, non mais là, il y a un vrai sujet, c'est un sujet qui adresse tous les métiers, ça adresse de la production jusqu'à la transformation et même jusqu'au trading, hein. Il n'y a pas de raison que ces métiers-là ne soient pas transformés par le traitement des données, par le fait qu'il y ait de plus en plus de données qui soient disponibles, temps réel, etc. Et cette démarche-là, la façon dont ça se passe quand ça se passe bien, c'est des groupes de travail, métiers, voilà, avec des acteurs éventuellement comme nous, qui sont plutôt des acteurs de la data analytics, et puis on essaye d'inventer des cas d'usage, et puis de voir quelles sont les données disponibles, etc. C'est une démarche itérative qui n'est pas simple, mais qui doit être volontariste. J'ai pas de réponse miracle à votre question, à part multiplier les conférences pour sensibiliser, voilà. C'est juste un sujet, il faut juste prendre conscience que c'est le sujet et qu'il faut maintenant y aller. Ok. Monsieur Derbès, une question. Oui. Est-ce que vous avez réfléchi au prix auquel vous pouvez proposer votre solution aux petites exploitations, à moins que vous le réserviez aux plutôt grosses exploitations? Mais il me semble qu'en France, il y a un problème crucial, c'est la rentabilité des exploitations agricoles qui entraîne beaucoup de souffrance et beaucoup de fragilité. Est-ce que vous avez pensé un petit peu à ça? Est-ce que vous pouvez nous en parler, s'il vous plaît? Oui, donc je peux vous parler de l'élevage. Donc l'élevage, c'est un secteur très très dur en termes de rentabilité, hein. Un des sujets liés à l'élevage, c'est le sujet de l'accompagnement des éleveurs. Donc, ce que je vous ai expliqué ici en disant il faut être capable d'identifier les leviers de performance, il faut être capable de simuler des parcours de transformation, il faut être capable d'identifier ce qui peut être amélioré, et ça passe en grande partie par là, la reprise de la compétitivité et de la rentabilité. C'est-à-dire que ça passe en grande partie par... Alors, il y a un sujet de coût du travail, etc., mais ça passe aussi en grande partie par la responsabilisation des exploitants. La responsabilisation en leur disant, mais voilà, arrête de faire ça, arrête d'avoir de l'âge au vélage, enfin, je ne sais pas si vous connaissez l'élevage, hein, mais arrête d'avoir 2 fois trop de génisses. Ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Donc, après, vous allez me dire, on n'a pas besoin de big data pour faire ça. Sur quoi je suis assez d'accord avec vous. Mais néanmoins, d'avoir une approche statistique objective en termes de simulation sur des KPI, de la métrique et surtout personnalisée par exploitation. Parce que qu'est-ce qui se passe quand vous donnez du conseil aux éleveurs? Ils vous disent, ouais, mais moi, ça ne me concerne pas parce que moi, je suis dans cette configuration-là et moi, je suis dans le Nord et donc... non, en fait. Non. En fait, j'ai toutes les datas. C'est-à-dire, je suis capable de simuler votre exploitation telle qu'elle est vraiment. Et votre âge au vélage, ça ne va pas. Alors maintenant, vous pouvez être dans le déni. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qui est intéressant dans ce type d'outil, c'est que il y a 2 choses vraiment intéressantes dans ce type d'outil. Un, ça responsabilise les acteurs. Vous ne pouvez plus dire « je ne savais pas », c'est écrit. Et en plus, je vous le donne à la fin, en PDF. Donc, ne me dites pas, vous ne saviez pas. Ne me dites pas, c'est pas bon pour vous. C'est personnalisé. Donc, ça responsabilise les acteurs, les banques, les assureurs, le conseiller en élevage et les exploitants. Ça responsabilise tout le monde. Et la deuxième chose très intéressante, c'est que ça capitalise l'expertise. Ça capitalise l'expertise et ça l'unifie et ça donne un référentiel. Et en plus, ça le fait de manière évolutive et de manière de plus en plus progressive. Plus il y aura d'exploitants qui rentreront dans cette base de données, et plus le système sera performant. Et plus les experts et les conseillers vont utiliser cet outil et vont eux-mêmes l'enrichir avec leurs idées, leurs trajectoires, etc., et plus l'outil sera pertinent, performant, et plus en plus la connaissance sera partagée entre les différents conseillers. Et aussi avec les exploitants. Donc ça, cet effet extrêmement bénéfique, les algorithmes et la modélisation mathématique en général, ça a un effet extrêmement bénéfique qui est de
poser des référentiels communs. On n'est pas moi j'ai cette idée-là, et puis moi j'ai cette idée-là, et puis moi je pense que non, on a un référentiel commun. On a justement, ça fait des maths quoi. Les maths c'est pas émotionnel les maths. Vous voyez, c'est basique quoi. Ça fait du calcul, voilà. Ça fait du calcul stat. Donc il y a un côté comme ça très neutre et très capitalistique qui change vraiment les relations que vous avez avec les éleveurs. Moi j'ai fait des diagnostics éleveurs avec ça. Je suis parisien, j'ai jamais vu un éleveur de ma vie. Je suis allé voir des éleveurs, je leur ai dit écoutez, vos coûts d'alim ça va pas du tout. Parce que vous devriez être à 108 et vous êtes à 125 et votre objectif atteignable c'est 102 et voilà vos axes de performance. Voilà. Et d'un coup, ça change quoi. Vous voyez, vous avez une machine qui parle. Donc je pense que le sujet de la compétitivité, de la reprise de compétitivité, de la réappropriation des données, etc., c'est ça aussi quoi. C'est la re-responsabilisation de tous les acteurs. Merci. Oui, tu voudrais, Régis ? Une dernière question, parce que vous n'en avez pas trop parlé, c'est les institutions de recherche. Donc moi je fais partie du CIRAD, il y a d'autres personnes qui font partie d'autres institutions. Et je pense que ce que vous avez dit, enfin sur le Big Data, c'est évidemment très important. Un grand intérêt pour les institutions de recherche, parce qu'en fait, là, on s'attaque à la fouille de données. On n'est même plus à la donnée telle qu'on peut la prélever comme ça dans des fermes ou dans des usines et tout, mais on fait de la fouille de données. C'est-à-dire qu'on va faire interagir des paramètres, les mettre en relation, faire des analyses statistiques, etc. Donc, c'est là où je pense qu'il y a un gisement absolument gigantesque là, à ce niveau-là, quoi. Je ne sais pas quel est votre avis un peu sur ces aspects fouilles de données. Vous voulez dire l'approche exploratoire ? Oui, l'approche exploratoire. Est-ce qu'on peut valoriser ? Parce que finalement, on peut avoir un paramètre et un autre paramètre. On peut les lier en fouillant et en faisant des recherches dessus qui peuvent être après valorisables pour faire de la prédiction ou de l'outil d'aide à la décision, des choses comme ça, quoi. Moi, je suis assez... Je suis assez, comment dire, dubitatif, on va dire, sur l'approche purement exploratoire. Je pense que le sujet, c'est plutôt l'application de ces technologies à des problématiques business concrètes, plutôt que d'être dans des approches... moi, j'ai fait une thèse. Il y a longtemps, mais bon, voilà. Donc, je vois bien ce que c'est que l'approche purement exploratoire. C'est intéressant, c'est une aventure intellectuelle, c'est super, mais déjà, il n'y a pas assez de données dans l'agri-agro pour faire ça. Clairement pas. C'est-à-dire, vous n'êtes pas du tout dans un univers où vous avez un tsunami de données et puis vous naviguez. Non, c'est pas ça du tout, l'agri-agro. L'agri-agro, c'est plutôt des données très métiers qui viennent de machines, qui viennent de RP, qui viennent de SAT, etc. Et en fait, vous pouvez faire de l'exploratoire, mais assez vite, faut que ça serve à quelque chose, déjà, parce que sinon, en termes de financement, vous avez un problème. Et deuxièmement, parce que si vous ne savez pas ce que vous cherchez, vous aurez du mal à le trouver. Alors, ça paraît... je sais qu'il y a tout un discours autour de la big data sur... on va trouver des choses auxquelles on ne s'attendait pas. Moi, j'ai jamais trouvé de choses auxquelles je ne m'attendais pas. Hein. J'ai toujours confirmé ou infirmé des choses dont les experts m'avaient dit là il se passe, là c'est intéressant, ou là laisse tomber, c'est pas intéressant. Donc par exemple, systématiquement, nous on part de l'intuition des experts. Et la data, elle sert justement à outiller ces intuitions. Elle sert à les valider, donc c'est très très appliqué en fait. Vous voyez ? La partie purement recherche, exploratoire, je ne sais pas s'il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Juste un mot. Parce que moi, je ne parlais pas forcément de l'exploration, moi, la fouille de données, mais je parlais surtout de l'interaction qu'il peut y avoir entre tel facteur ou tel facteur qui peut être positif, donc être utilisé après pour une application. Je pensais plutôt à ça. C'est-à-dire ces fouilles, bon ça c'est notre domaine, hein, puisqu'on travaille sur la recherche et tout, mais des applications peuvent naître, sans forcément le prévoir au départ, mais peuvent naître et peuvent servir après à des recommandations. Voilà. Parfait. Ben, moi, je vous propose que l'on continue à l'extérieur ces discussions qui peuvent être très longues et très enrichissantes. Merci beaucoup, Jérémy. Merci à vous.